Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour assister à la deuxième édition du Symposium de la e-santé, les trois sphères, un événement full digital retransmis en direct, organisé par DocaPost, La Poste, en association avec Le Point. Le thème choisi cette année d'actualité, la e-santé, les révolutions qu'entraîne la Covid-19, un monde plus conscient et plus libre. Nous espérons. Nous allons voir avec de nombreux spécialistes les implications de la santé numérique sur les trois sphères que sont le médical, le médico-social et le milieu familial. Alors, en pratique, nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui, demain et vendredi à 11h, de 11h à midi, et à nouveau le mercredi 25 novembre, toujours entre 11h et midi, pour une session pendant laquelle des experts qui ont participé aux trois premières sessions répondront à vos questions. Soyez donc nombreux à poser des questions sur tous les débats qui vous interrogent. Et pour introduire cet événement, je donne la parole à Nathalie Collin, directrice générale adjointe en charge de la branche numérique et de la communication de La Poste, et Étienne Gernel, directeur du Point. Merci beaucoup Guillaume, bienvenue à tous et à toutes. Et c'est formidable comme événement parce qu'on va parler du sujet le plus important de l'année et qu'il était déjà avant, très important. Nathalie Collin, merci d'être avec nous pour plusieurs raisons, parce que La Poste est impliquée dans le domaine de la santé et de la e-santé depuis un certain temps déjà, depuis quelques années, et puis parce que vous êtes une grande spécialiste du numérique, spécialité que vous avez déjà rodée dans la presse dans une vie précédente. C'est une année incroyable, cette année 2020, et en matière de santé et de e-santé, et notamment pour La Poste, c'est l'année de tous les bouleversements. Alors 2020, c'est une année de bascule. C'est une année de bascule, effectivement, pour le numérique en général. Et puis, c'est une année de bascule aussi pour la santé et la e-santé. On voit bien, on a, par exemple, complètement réorganisé nos plateformes cette année pour faire face, finalement, accompagner cette pandémie. On a, par exemple, développé un site qui s'appelle Maladie Coronavirus, en association avec d'autres acteurs, qui a permis à plus de 11 millions de personnes de s'auto-tester, finalement, pour décharger un peu le 15. On a aussi, avec une filiale de notre branche service courrier-colis, développé la télémédecine et la téléconsultation. Il y a eu des pics à 5 millions de téléconsultations par jour pendant la crise. Ouais. Et donc ça, c'est une filiale de La Poste qui s'appelle Nouvéal qui a fait cela. Et puis, on a aussi des plateformes qui vont accompagner un sujet qui est très important maintenant, qui est la vaccination. Comment va-t-on gérer mais c'est vous qui allez assurer la logistique du vaccin, alors Alors, il va probablement y avoir des appels d'offres, mais on est effectivement un grand logisticien en France, ouais. Donc on est en train de travailler à comment on peut assurer cette logistique du vaccin avec des choses qui sont très différentes selon les typologies de vaccins, évidemment. Et puis on travaille aussi à des plateformes sur comment on monitore le fait d'avoir, il y a souvent 2 injections, de comment on s'assure que les gens ont bien fait les 2 injections, comment on peut également produire des certificats de vaccination. Donc comme on est hébergeur de données de santé certifié, qu'on est le plus gros hébergeur de données de santé en France depuis plus de 10 ans, puisqu'on héberge les 45 millions de dossiers pharmaceutiques. On est évidemment très impliqué dans cette notion, qui est une notion qui est chère, je sais que ça vous est cher aussi, qui est la notion de tiers de confiance numérique et comment on assure de la sécurité finalement. Alors j'allais y venir, parce que là c'est le grand sujet. En fait, cette crise du coronavirus, cette pandémie a révélé des besoins contradictoires de collaboration internationale et de souveraineté sur les données. On l'a bien vu sur les questions d'application, Stop Covid, Anti-Covid et toutes les autres, etc. Et puis, d'une autre contradiction, c'est le besoin de partager des données pour lutter contre la pandémie et puis le besoin de se les garder. C'est quelque chose il n'y a rien de plus intime que les données de santé. Alors là, cette question-là, comment La Poste, elle essaie d'apporter une réponse à ça, à ce sujet, vous parlez de tiers de confiance. En gros, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on est obligé d'aller confier nos données de santé sur notre foie, notre rate ou nos oreilles à Amazon et Google? Non, d'abord, on a toujours le choix et en plus, on doit toujours faire le choix de la souveraineté. Et La Poste, c'est un acteur de tiers de confiance depuis Louis XI. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de transformer finalement cette position dans le numérique. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait autour de toutes nos infrastructures. Encore une fois, on est hébergeur de données de santé. Nous, on ne doit pas déléguer la souveraineté numérique parce que le risque, c'est de ne plus avoir les données pour faire la recherche et que demain, ce soit effectivement Google qui remplace, par exemple, les dermatologues parce qu'ils auront une telle séquence
séquence, et ils ont déjà d'ailleurs une telle séquence de photographie, par exemple, de mélanome, qu'ils peuvent faire un diagnostic très supérieur à celui qu'on pourrait faire autrement. Donc nous, on ne doit pas déléguer ça. Nous, on est une pierre de cet édifice. On est un hébergeur de données de santé. On travaille avec des gens, des instituts comme l'INRIA, qui est effectivement à la pointe de la technologie et qui est français, et qui n'a rien à envier ni à Google ni à Facebook sur les algorithmes. Et pour garder cette souveraineté, on a toujours le choix, c'est important. Et puis, ils ne sont pas sur des modèles politiques comme les nôtres. La vision de Google ou des États-Unis sur la santé, par exemple, ce n'est pas une vision par répartition. Par exemple Par exemple, c'est une vision où si vous êtes en moins bonne forme, vous allez payer plus cher votre assurance santé, qui est l'antagonisme total des politiques publiques de santé en France. Donc non, on ne doit pas déléguer la santé aux États-Unis. Mais alors les vaccins, ils ont prouvé, il y a 2 vaccins, il y a eu 2 grandes annonces de vaccins, Moderna et Pfizer-BioNTech. Mais il a fallu quand même une collaboration internationale pour ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour assurer une collaboration internationale entre les chercheurs qui ont besoin des données de santé pour trouver des choses et la souveraineté sur nos données de santé qui est fondamentale. Comment est-ce qu'on réconcilie ces 2 contraires? Finalement, c'est une question de l'endroit où on va héberger les données de santé, de qui va finalement conserver ces données pour pouvoir les utiliser. C'est très important que ce soit en Europe, par exemple, pour des raisons de Patriot Act, etc. Puis après, il y a la question de l'anonymisation. Voilà. Et très clairement, on travaille à des plateformes. L'État le fait d'ailleurs. L'État travaille à ces sujets de plateformes d'hébergement de données de santé pour le compte de l'État. Il va probablement y avoir des appels d'offres. Il faudra qu'il y ait un consortium d'acteurs français et on espère en être, mais d'autres sont très, très, très légitimes là-dedans pour pouvoir adresser ce problème. Et puis, l'industrie pharmaceutique a aussi ces questions. Il y a d'autres vaccins qui arrivent. AstraZeneca, par exemple, va aussi avoir son vaccin. Et donc, on va travailler également avec des consortiums dans l'industrie pharmaceutique pour voir comment on peut être un tiers de confiance sur ces données, s'assurer qu'elles puissent être partagées et en même temps qu'aucun des acteurs ne peut se les approprier. C'est-à-dire qu'on fait des jeux de données, on travaille dessus pour de la recherche, elles sont anonymisées et par contre personne ne peut se les approprier et il faut un tiers de confiance pour cela. Il y a l'État qui est un tiers de confiance et puis il y aura des plateformes privées de tiers de confiance aussi qui ne seront pas américaines. Mais alors, dans ce monde de la e-santé, parce qu'on voit bien il y a un développement considérable, vous parlez de 5 millions de consultations par jour. Oui, pendant la pleine crise, oui. Pendant la pleine crise, est-ce que ce que vous voyez, est-ce que ça a perduré après? Est-ce qu'il y a un effet de cliquet? C'est-à-dire, est-ce que ce recours à la e-santé, à la téléconsultation, est un phénomène de votre point de vue, de votre centre d'observation, si je puis dire, qui est pérenne? On n'a pas beaucoup de recul sur ces données-là sur la santé. Par contre, on commence à avoir pas mal d'études sur le e-commerce. Et on voit que pendant la crise, finalement, les 3/4 des gens sont rentrés en communication avec les marques, les produits par le e-commerce. Évidemment, ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Et 70% d'entre eux déclarent que ça va perdurer. Donc il y a une tendance, nous, je vais vous donner un exemple. On est passé pendant la crise de 23 millions de visiteurs uniques sur le site de La Poste à 35. Aujourd'hui, on est à 30-32. Donc il y a une rémanence, ça perdure et c'est la même chose pour, à mon avis, il va y avoir un effet, il faudra que les gens du médical le disent, mais je pense qu'il y a un changement profond des habitudes des gens. Alors je voudrais revenir 2 minutes sur le vaccin. Concrètement, comment est-ce qu'on fait dans vos projets, dans votre proposition pour livrer un vaccin? Qu'est-ce qui se passe? Il faut des camions frigorifiés, il faut surtout de la traçabilité, j'imagine, des vaccins. Qu'est-ce que c'est un sujet politique en plus ultra sensible. En tout cas, à La Poste, on fait beaucoup de livraisons à température contrôlée. Il y a un vaccin aujourd'hui qui a une logistique beaucoup plus complexe et qui aujourd'hui n'est pas traité, et qui est effectivement le vaccin qui doit être conservé à moins 80 degrés, où là on n'est plus en température contrôlée. C'est une autre technologie et ça pose des difficultés. Sinon, on est un logisticien, on a évidemment de la traçabilité, on a des plateformes. Par exemple, aujourd'hui, on travaille pour les cliniques Elsan et on fait avec eux tout le suivi des patients. Donc tout ce qui est le suivi des patients sur le fait qu'ils aient été vaccinés, on a les plateformes pour le faire. Elsan, ce sont 2 millions de patients quand même qui sont dans ces cliniques. C'est le plus gros groupe de cliniques privées en France. La traçabilité des produits, des vaccins n'est pas un sujet. L'industrie pharmaceutique sait le faire, nous savons le faire. Il y a une difficulté technologique sur le vaccin à conserver à moins 80, effectivement. Oui, mais ce n'est pas tous les vaccins. Parce que non, il n'y en a qu'un. Les autres, c'est une logistique normale à température contrôlée qu'on sait faire très régulièrement. Alors, finalement, on a la santé est devenue le débat économique et politique le plus important dans le monde aujourd'hui, parce que la question de savoir qui sort le premier
où dans les premiers du confinement et des mesures de conservation est un enjeu économique majeur. Hein. On voit bien que la préoccupation du gouvernement, c'est de ne pas sortir après les autres, ce qui est assez légitime. Et puis c'est devenu un sujet politiquement explosif, ou en tout cas central, parce qu'on voit, il y a des médecins partout sur des plateaux de télévision, dans les journaux. C'est devenu, quand on s'intéresse à la santé, on s'intéresse vraiment au sujet dans la cité politique au sens noble du terme, hein, qui est le premier sujet des Français, non ? Ah oui, c'est devenu. Il n'y a qu'à regarder les chaînes de télévision ou les journaux, ou la une, si j'ai bien compris, du point de cette semaine, qui va être aussi sur ce sujet-là. Mais je trouve que ça croise plusieurs débats, parce que ça croise le débat de la question de la souveraineté, ça croise le débat de la question de la bascule numérique, ça croise le débat des données. Et donc finalement, nous, on avait déjà identifié dans les sujets de souveraineté, il y a clairement tout ce qui est l'activité banque-assurance, tout ce qui est l'activité, on va dire, service public, et puis il y a la santé. C'est un des 3 gros pôles où il y a un besoin très très fort de souveraineté. Et donc on voit que la santé est au cœur de cela. Et puis ça va aussi croiser des questions d'identification, par exemple avec l'identité numérique, etc. Donc tous ces sujets finalement de souveraineté numérique se retrouvent dans les débats de santé aujourd'hui. Le patron de Sanofi, il y a quelques mois dans Le Point, disait qu'il y avait la défense et la santé. C'était les 2 grands secteurs de souveraineté où il y avait un... Il y a la banque-assurance aussi. Banque-assurance aussi. Oui. Et alors, dans ce domaine des données, moi je suis toujours étonné par ça, c'est que les gens donnent leurs données à peu près à tout le monde, sans se poser de questions auprès des grandes plateformes. Est-ce que dans la société française, vous sentez qu'il y a quand même une espèce de début de rébellion contre ça, en se disant mais faut peut-être qu'on sache un peu où ça va? Moi, je trouve, parce qu'en fait, si on regarde les tendances à venir du numérique, il y a 2 grandes tendances. Il y a l'augmentation du capacitaire, c'est-à-dire que finalement, avec les ordinateurs quantiques, etc., on pourra aller craquer n'importe quel algorithme, n'importe quelle sécurité. Et puis, il y a la société numérique de confiance. Et on voit qu'il y a de plus en plus de débats là-dessus, qui ne sont pas toujours bien posés, mais les gens sont en train de se demander quelles vont être les conséquences de cela. Alors évidemment, il y a la gratuité. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, la gratuité est un vrai enjeu, parce que ça pousse les gens à aller effectivement offrir leurs données. Mais je trouve que ce serait extrêmement intéressant de se poser la question de comment finalement on donne une valeur à cette gratuité. Parce que si on regarde la valeur, on va revenir sur un débat d'actualité dans la presse aujourd'hui, mais ça me fait plaisir. Si on regarde la valeur que tire Google finalement du scrolling des informations de la presse sur son moteur, on voit que ce n'est pas gratuit. Merci infiniment, là, je suis absolument d'accord avec ça. Merci infiniment Nathalie Colin. Je vois Guillaume qui me fait des grands signes, puisqu'on va passer au débat suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous remettons nos masques. Merci beaucoup Nathalie Colin, Étienne Gernel. Alors, pour poursuivre ces débats d'actualité très chauds, nous avons le plaisir de retrouver Jean-François Mattei, qui s'adresse à nous depuis son domicile dans le Var. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup. Donc vous êtes professeur de pédiatrie et de génétique, vous avez été ministre de la Santé, président de la Croix-Rouge, vous êtes aujourd'hui le président de l'Académie de médecine. L'épidémie de la Covid court toujours, même si son rythme semble ralentir un tout petit peu, mais il faut être très prudent, on a bien vu. Que peut apporter, selon vous, la e-santé dans la gestion, professeur? Écoutez, d'abord, je dois vous dire que je suis très heureux de partager avec vous ce moment qui va me permettre de montrer qu'il peut y avoir un aspect positif de la Covid-19, si c'est possible, à savoir faire émerger et prouver l'utilité de la e-santé. L'Académie de médecine, aussitôt le premier confinement mis en place en mars, a estimé naturellement qu'elle ne pouvait pas suspendre ses travaux au moment où une catastrophe sanitaire frappait le pays. Elle s'est donc mobilisée, a donné régulièrement son avis et a publié plus d'une centaine de communiqués, mais ce faisant, elle a utilisé les méthodes qui préfigurent la santé du futur et notamment l'e-santé, ou je préfère le terme de santé numérique, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et la vieille dame qui est l'Académie de médecine, qui a 200 ans cette année, précisément, s'est délibérément tournée vers l'avenir et s'est trouvée rajeunie. Et en somme, on peut dire que vis-à-vis de la santé numérique, la Covid-19 a servi de déclencheur et de révélateur pour la santé numérique. Alors,
très clairement, ça vient d'être dit avec une approche un peu différente, la santé numérique est devenue rapidement indispensable d'abord aux médecins qui ont besoin de plus en plus d'une assistance mémorielle, car ils ne peuvent plus emmagasiner dans leur mémoire toutes les données quotidiennes qui tombent. Ils ont besoin de logiciels pour aider à la prescription, pour aider l'accès aux bonnes pratiques, pour la tenue des dossiers médicaux électroniques de plus en plus partagés. Et puis, la santé numérique est aussi à l'origine de ce que l'on appelle la santé mobile, c'est-à-dire la surveillance des constantes vitales à distance, le rythme cardiaque, la température, la tension artérielle et d'autres, et pas seulement en pratique sportive. Mais dans le domaine de la prévention, ça a été dit à l'instant, notamment avec l'application Tous anti-Covid, qui, lorsqu'elle est bien utilisée par un nombre suffisant de citoyens, est réellement efficace. Et puis enfin, la Covid-19 a légitimé la télémédecine. Et en 10 mois d'épidémie, on n'a fait plus de progrès qu'en 10 ans dans ce domaine. Parce que c'est vrai que l'acte médical éveille une méfiance dès lors qu'on s'écarte de la rencontre physique entre deux personnes, le patient et le médecin, la confiance du patient, la conscience du médecin, et que l'apparition de l'écran, des ondes qui transmettent les données, pouvait faire penser que la médecine changeait de nature. En réalité, la Covid-19 nous a permis de vaincre cette méfiance, car l'éloignement des patients des cabinets médicaux, des structures médicales et la nécessité de rester confinés a légitimé évidemment la téléconsultation. De même, lorsque la prise de rendez-vous conduisait à 15 jours, 3 semaines, alors que la Covid n'attend pas, il est évident que la télémédecine s'est imposée. Et puis, elle a démontré aussi l'utilité de la télémédecine lorsque l'examen clinique n'est pas d'une urgence immédiate. Par exemple, pour la Covid-19, le patient décrit très bien les signes fonctionnels et généraux qu'il a, la température, les maux de tête, le maux de gorge, la fatigue, la toux, la diarrhée, la perte de goût ou d'odorat. Tout cela ne nécessite pas un examen clinique urgent. Et donc, en fait, la télémédecine a, si vous voulez, économisé le temps du médecin, a évité les risques de contamination en évitant les contacts humains, notamment dans les salles d'attente, ce qui a rassuré les patients qui n'étaient pas Covid. Ça a permis d'assurer le suivi des patients, ça a été dit à l'instant. Ça a permis aussi de lister rapidement les contacts, chose que vous pouvez établir par téléconsultation. Et donc, il nous est apparu de plus en plus que la télémédecine est irremplaçable, et d'ailleurs, elle est un geste barrière en soi, puisqu'elle diminue les interactions sociales et enfin, elle diminue les inégalités territoriales, pour autant qu'on fasse le nécessaire pour que les zones blanches qui sont privées de communication soient équipées correctement. Et donc, je dirais que nous ressentons vraiment que la télémédecine est devenue un mode complémentaire de consultation. Elle ne remplace pas, mais elle complète. Et je pense que l'avancée qui vient d'être dite par la personne qui m'a précédé, et je le confirme, c'est une avancée qui s'installera durablement. Merci beaucoup, professeur. C'est passionnant et on note que vous nous encouragez à télécharger l'application Tous Anti-Covid. Je voulais rappeler également que vous avez récemment publié un ouvrage, Santé le grand bouleversement, qui est paru grâce aux éditions Les Liens qui libèrent. C'était en mars dernier. Une très bonne lecture également. Merci encore, professeur. Merci à vous. Alors,
Les nouveaux patients de plus en plus libres, c'est le thème qui va nous animer lors de cette première table ronde. En d'autres termes, la crise de la Covid-19 a eu un effet très positif sur le développement des possibilités offertes par la e-santé, on en a parlé, sur la possibilité de se prendre en main et d'accéder à une quantité croissante d'informations. Mais attention, si le bénéfice est globalement réel, certaines personnes souffrent de l'exclusion numérique. Des écarts peuvent donc se creuser, d'autres inégalités. Pour en parler, j'ai à mes côtés Lucie Brateau. Lucie, vous êtes Chief Marketing Officer chez WeThings, une entreprise française à Issy-les-Moulineaux, que j'ai eu l'occasion de suivre depuis le début, et c'est vraiment une très très belle aventure. Marie Citrini, patiente enseignante, Université de Bobigny. Vous représentez les usagers au conseil de surveillance de la PHP. Vous représentez les patients, vous en êtes un peu le porte-parole, et on va parler avec vous des patients sachants. Docteur Loïc Etienne, vous êtes médecin urgentiste et vous avez co-développé le système d'intelligence artificielle Medvir, qui est destiné à l'aide à la décision pour les patients comme pour les médecins d'ailleurs. Professeur, vous êtes pionnier de la e-santé et vous n'avez cessé de développer des outils pour permettre aux patients et aux médecins de mesurer les risques des différents symptômes. Je voudrais commencer avec vous en vous posant une question. Racontez un petit peu comment vous avez inventé cette innovation qui doit permettre d'éviter aux premiers de venir inutilement aux urgences et pour aider les seconds à affiner leur diagnostic. Bonjour. Oui, effectivement, ça remonte à 1987. En fait, je suis médecin depuis 40 ans. Voilà, ça fait 40 ans que je monte les escaliers pour aller voir des patients que je ne connais pas et que je ne reverrai pas. Et en 1987, avec donc des confrères de SOS Médecins, on s'est dit qu'on pouvait apporter une réponse à leurs problématiques, surtout essayer de savoir pourquoi ils appelaient trop tard et pourquoi ils appelaient pour un oui ou pour un non. Donc l'idée, c'était de donner sur Minitel donc, des conseils médicaux. Et donc on a été les premiers au monde, je pense, à faire de ça ne s'appelait pas les téléconsultations, mais des téléconsultations. C'est-à-dire que les gens nous expliquaient leurs problèmes sur le Minitel, et nous, on leur répondait en direct et en différé. Donc on en a fait 450 000. 450 000, c'est pendant 13 ans, qu'on a poursuivi après sur Internet, sur un site que j'ai monté en 2002, qui s'appelle drclick.com, qui a donc poursuivi un petit peu ce travail. Et tout notre travail pendant toutes ces années, pendant 20 ans, a consisté à écouter le patient, recueillir sa plainte, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand il dit malaise, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est tombé dans les pommes? Est-ce que ça veut dire qu'il est mal à l'aise? Est-ce que ça veut dire qu'il a des vertiges? Donc les mots. Essayer de répertorier les mots. Parce que la plainte du patient, c'est le point de départ. C'est le point de départ, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. C'est très important de pouvoir partir d'un substrat qui est la plainte. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de comprendre nous-mêmes notre propre cerveau, comment nous, en tant que médecins, on fonctionnait. Et donc, on a mis en place ce système Medvir, qui est un système d'intelligence artificielle, avec des tas de guillemets. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas, hein, soyons bien clairs. Ouais. Mais c'est un système qui donc permet d'interroger le patient en utilisant ces mots et de lui poser des questions comme le fait un médecin. Et vous savez que dans 80% des cas, on sait qu'un bon interrogatoire permet de suspecter le diagnostic final. Donc, l'interrogatoire et l'anamnèse, c'est fondamental. Et ça a été notre travail. Merci beaucoup Marie-Citrine. Pourquoi le rôle des patients est essentiel dans ce genre d'outil, à votre avis? Parce que c'est lui qui sait. Ouais. C'est lui qui sait de quoi il souffre. Ouais. En tout cas, dans la symptologie, j'ai mal. Ouais. Vous avez mal où? J'ai mal au genou. À quel endroit du genou? Il y a un certain nombre de questions qui sont à poser au patient. Il est en capacité de dire ce qu'il ressent. Ouais. Le tissu associatif est souvent sollicité de plus en plus, et il faut tendre vers ça, par ces personnes qui réfléchissent avec leur technologie, avec leur savoir professionnel, et puis il y a le savoir d'expérience. Et c'est ce que l'on défend dans nos associations, c'est à partir de mon expérience, comment je peux contribuer à devenir plus autonome et à être beaucoup plus acteur par rapport aux symptômes que j'ai et aux professionnels de santé que j'ai face à moi par le biais d'une vidéo, par le biais d'un clavier.
on ne peut rien faire donc, sans l'expérience des patients et la possibilité pour eux de s'exprimer, de donner leur ressenti. Juste avant de donner la parole à Lucie, vous avez dit tout à l'heure l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Ça m'intéresse parce qu'on va parler d'innovation et d'objets connectés parce que WeSync fait ils ont des balances connectées, ils ont des montres connectées, on va en parler. Pourquoi vous dites ça? Je trouve ça pas mal. C'était le titre d'un bouquin d'ailleurs. Oui, c'était de Julien, celui qui a inventé Siri. Ouais, et moi, je rejoins absolument, bon, sans trop rentrer dans les détails, pour être intelligent, il faut d'abord apprendre. Les machines n'apprennent que si on leur tient la souris. Il faut ensuite comprendre. Les machines ne comprennent rien. Ensuite, il faut avoir la capacité d'innover et donc d'inventer. Les machines ne savent pas faire. Et puis, il faut avoir conscience de soi-même. Les machines n'ont aucune conscience d'elles-mêmes. Donc, l'intelligence, au sens où on le dit, n'existe pas. Il faut plutôt parler d'intelligence humaine augmentée. Je pense. C'est-à-dire que la machine aide. Ouais. Et c'est ce qui était dit au début. C'est ça le but du jeu. Très bien. Alors justement, Lucie, en quoi les innovations de WeSync peuvent permettre d'avoir un meilleur suivi des pathologies des patients et peut-être un dialogue avec les personnes qui sont en charge des soins? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, oui? Très bien. Merci. Donc chez WeSync, on crée depuis 2008 des objets connectés pour différentes dimensions santé qui permettent de remonter un certain nombre de paramètres, que ce soit l'activité, le sommeil, le poids, la fréquence cardiaque, etc. Le principe de base pour nous, c'est de redonner le contrôle à l'utilisateur de ses mesures et par la connaissance de sa mesure et la connaissance de soi, reprendre le contrôle de sa santé. Ça a démarré en 2008, on a créé la première balance qui permet de visualiser son poids et sa tendance de poids sur une application. Ça a d'abord été pris et adopté par un certain nombre d'individus qui étaient probablement dans la Silicon Valley et qui voulaient avoir cette information sur leur premier iPhone. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que ça permettait vraiment à tout un chacun de mieux contrôler sa santé et de redevenir autonome sur la gestion de sa santé. Et donc aujourd'hui, on sent que le monde de la santé est prêt, et l'ensemble des professionnels et des acteurs, des partenaires sont prêts pour utiliser aussi ces objets pour recréer un dialogue qui soit plus approfondi et plus autonomisant pour le patient. Ouais, d'ailleurs, c'est une balance, parce que je l'ai testé dès le début, qui ne fait pas de cadeau. Hein, parce que moi, j'ai regardé l'évolution de mon poids sur les 5 dernières années. Je sens que je dois faire un peu de progrès. Mais la question qui vient à l'esprit, qui a été abordée tout à l'heure par Nathalie Collin et Étienne Gernel, c'est où sont stockées vos données. Je me rappelle encore d'une conférence Apple qui citait WeSync. Alors on était très contents, c'était une start-up française en exemple. Est-ce que les données sont stockées par des géants de la tech ou en France et où? Alors justement, nos données sont stockées en France. C'est quelque chose qu'on met en avant pour comparer à un certain nombre d'acteurs. Parce qu'il y a énormément d'acteurs qui font des objets connectés aujourd'hui. Vous pouvez trouver des balances chinoises. On ne sait pas trop où vont les données. Nous, depuis le début, on est extrêmement clair et on fait très attention à expliquer que nos données sont stockées en France, qu'elles respectent la norme RGPD depuis toujours et même avant qu'elle soit mise en place, et que l'utilisateur est seul maître de ces informations et de ces données. Il est seul en droit, lui a le droit de décider où est-ce qu'elles vont et à quel partenaire est-ce qu'elles sont envoyées. S'il décide qu'on supprime ces données, elles sont supprimées. Donc le fait qu'on soit un acteur français, je pense que ça nous aide aussi à véhiculer ce message qu'on peut faire attention à la sécurité des données et rassurer les patients et les professionnels. D'accord. Merci beaucoup. Mais si on veut avoir vos données sur un smartphone, un iPhone par exemple, ou un téléphone Android, on a vu que par exemple récemment Google avait acheté Fitbit. Tout à l'heure c'était abordé. Les géants de la tech s'intéressent beaucoup à nos données de santé. Hein. Amazon a récupéré pas mal de données de santé en Grande-Bretagne également parce qu'ils veulent se lancer dans la vente de médicaments. On est obligé en tant que patient d'accepter d'être sur un de ces géants, de donner nos données à un de ces géants de la tech pour pouvoir les retrouver sur leurs appareils. Alors non, les données ne sont pas données à ces géants. Effectivement, il y a le sujet, il y a la question qui se pose dans le cadre du rachat de Fitbit par Google, où effectivement l'entreprise ensuite appartient à Google. Ce qui est important, je pense, c'est de vérifier à quel point l'entreprise est indépendante. Et une fois de plus, le fait que les données soient stockées en France, ça limite quand même le champ d'action de ces géants-là. D'accord.
Marie Citrini, est-ce que pour les patients, c'est important d'avoir des objets connectés ou vous trouvez que c'est un peu gadget, honnêtement? Moi, je serais mal placée pour dire que c'est gadget. Je pense que c'est fondamental, l'outil connecté. Que ce soit la balance, dans le cadre d'une prise en charge, aujourd'hui, le mal de la société, c'est quand même le surpoids et l'obésité, avec des maladies connexes qui vont venir s'y associer. Vous savez, il y a 30 ans, on disait, il n'y a qu'à faucon, hein. Bien sûr. Mangez moins, vous perdrez du poids. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Et la balance, avec les différentes variables qu'elle va donner d'informations, Ça peut aider. ça peut aider. D'accord. On a le pilulier électronique pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Ça va aider à rappeler, en fait. Voilà. Et ça permet de sécuriser aussi le temps de la connaissance et du soin, et d'avoir une connaissance et un soin partagé entre le professionnel de santé qui va mettre dans les mains de l'usager cet outil-là et le patient qui va apprendre à l'utiliser et qui va être rassuré aussi, certaines fois, par les données qui lui sont transmises. Docteur, Oui, la donnée, elle est fondamentale. Mais une donnée doit être contextualisée. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 12 8 de tension, 52 pouls, bravo, vous êtes un bon sportif. Si vous avez 87 ans et un pacemaker, il faut appeler le 15. Parce que c'est là que votre pacemaker est en panne. Parce qu'il est réglé à 60 et pas à 50. Et votre tension, elle est à 16. Donc ça veut dire qu'en fait, toute donnée doit être contextualisée. Et le patient doit pouvoir être, j'allais dire, interrogé sur ses symptômes, sur sa plainte. Je reviens à ce que vous disiez, la plainte, c'est le point de départ. Pour qu'il y ait un médecin, il faut qu'il y ait un patient. Pour qu'il y ait un objet connecté, il faut qu'il y ait un patient. Le patient est le point de départ. Et nous avons trop tendance, depuis des années, à considérer que les médecins, ce sont eux qui pilotent et que finalement, la donnée et toute la science qui est indispensable, parce que les objets connectés, on parle de la balance, mais ça peut prévenir un édème pulmonaire. Si vous prenez 3 kilos en 2 jours et que vous êtes insuffisant cardiaque, il faut tout de suite mettre sous diurétique. Je vous donne tout de suite la parole parce qu'on a beaucoup parlé de la balance, mais vous avez sorti récément, si je ne me trompe pas, la ScanWatch, alors qui va permettre de détecter, en tout cas de vous avertir, s'il y a un risque d'un problème cardiaque, il y a un électrocardiogramme. Je vous laisse en parler peut-être. Donc c'est effectivement une montre connectée qui permet de mesurer un certain nombre de paramètres que tout le monde connaît, comme le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque, etc., mais qui va plus loin sur certains aspects de santé, et qui notamment permet d'enregistrer un électrocardiogramme à la demande, très simplement, en quelques dizaines de secondes, et qui, on a développé un algorithme qui a été validé cliniquement, qui permet de détecter la fibrillation auriculaire. Ouais. Et donc, ça permet d'avoir une information supplémentaire, là où la fibrillation auriculaire, typiquement, c'est une maladie qui n'est pas permanente et qui peut donc apparaître à n'importe quel moment, et donc rarement au moment où vous êtes dans le cabinet médical avec votre médecin. Donc ce que ça permet de faire, c'est que ça augmente la fenêtre temporelle de diagnostic, ça augmente le champ d'action du médecin. Donc ça, c'est un aspect, la partie vraiment aide à la détection, une détection anticipée pour une meilleure prise en charge. Et après, il y a effectivement tout cet aspect de aider les utilisateurs et les patients à changer leurs habitudes de vie par la technologie, par la réappropriation de la mesure et par une meilleure connaissance de soi. Je crois que vous avez aussi travaillé avec des hôpitaux en Allemagne. Elle mesure autre chose, non? Je crois que le taux d'oxygène dans le sang, non? Exactement. Donc il y a la partie plus cardiaque et elle permet d'avoir le taux de la saturation en oxygène dans le sang. Typiquement, cette montre est utilisée aujourd'hui par... On a un programme qui inclut 600 patients dans un hôpital à Munich, où des personnes qui ont été infectées par le Covid sont renvoyées chez eux par la suite. C'est des personnes qui, par ailleurs, sont à risque cardiaque. Ils sont renvoyés chez eux et grâce à cette montre, les médecins peuvent à distance voir s'il y a une aggravation de la maladie. Ici, par ailleurs, ils ont d'autres problèmes cardiaques qui se révèlent et ça leur permet de ne pas rester à l'hôpital, justement. Oui, donc on voit bien ce que disait le docteur Loïc Etienne. Il faut que les données soient contextualisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des données brutes, en fait. Non, ça ne peut en aucun cas supprimer la rencontre entre un médecin et un patient. C'est contributif à poser peut-être de façon plus rapide un diagnostic ou une alerte qui va reconduire le patient vers son médecin, mais effectivement, ce n'est pas l'outil qui va décider de la médecine de demain.
très clairement, la médecine de demain se fera encore avec un être humain médecin et un être humain patient. Dieu merci. Juste un petit avis, docteur, également, on a aussi beaucoup parlé en termes de progrès, alors quelquefois on va un peu trop vite, un peu trop loin dans la prédiction du futur, des opérations à distance. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être possible? C'est un peu un argument qu'on met en avant en présentant la 5G, en disant ça va faciliter la télémédecine. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que l'intelligence artificielle, puisque en fait ça marche comme ça, vous avez les intelligences artificielles pures, c'est-à-dire qui permettent de faire de la reconnaissance artificielle, du raisonnement artificiel, ce que nous faisons avec Medvir par exemple, mais également vous avez des tas d'avancées avec Vinci qui est un robot, avec les neuroprothèses, avec les imprimantes biologiques qui nous permettront de fabriquer un jour un cœur, un pancréas. Donc les avancées sont considérables. La seule chose, je reviens encore sur ça, c'est que il faut toujours un médecin au final, de la même manière qu'il faut toujours un patient au départ. Toujours. Mais entre les deux, vous avez des briques. Et ces différentes briques, par exemple, sur l'interrogatoire, on peut tout à fait, et c'est ce que nous faisons avec Medvir, on interroge le patient en lui posant des questions, comme le fait un médecin, et en parlant de ses mots, de ses mots à lui, blablabla, en sortant de chez moi, j'ai trébuché sur le paillage, je me suis cassé la gueule, j'ai mal à la cheville. Vous voyez, bon, on peut comprendre des phrases comme ça, et on peut donc interroger le patient et savoir à partir de ça si c'est grave, si c'est pas grave, quels sont les diagnostics possibles, et si on a des objets connectés qui vont avec, on va recueillir des informations complémentaires qui vont être essentielles même en urgence. Alors bien entendu également pour les pathologies chroniques, pour les patients qui sont diabétiques, hypertendus, asthmatiques, etc., etc. Donc il y a véritablement un univers énorme qui se présente, mais il va falloir réfléchir, j'introduis peut-être ça, mais c'est important, l'éthique. L'éthique est un point fondamental. Comment, jusqu'où allons-nous aller? Et nous devons tous se réfléchir à ça, aussi bien les industriels que les patients, que les médecins. Et c'est une co-construction. Et je pense que c'est l'avenir qui va se dessiner. C'est la médecine 3.0 actuelle. Il faut faire attention à la médecine 4.0. La médecine 4.0, c'est les machines toutes seules qui vont décider avec de l'IA. On a parlé tout à l'heure des ordinateurs quantiques. Mais c'est vrai qu'à horizon 10 ans, les machines pourront penser sans nous. Et nous deviendrons les esclaves des machines. Donc c'est très important de savoir ce que nous faisons et d'avoir une réflexion éthique. Enfin, je déborde peut-être un petit peu. Non, mais l'éthique c'est essentiel. On en parlait tout à l'heure avec le risque qui peut être d'avoir des primes d'assurance qui vont augmenter si vous êtes une personne plus fragile, par exemple. Totalement, c'est déjà des choses que l'on peut voir. Le surpoids, par exemple, le poids est un critère, une donnée de santé et qui peut préjuger de surprime dans certains cas d'emprunt immobilier ou autre, c'est encore le cas. On s'est battu il y a quelques années en arrière pour tous les mineurs qui avaient dû subir un cancer dans leur enfance et qui se voyaient à l'âge adulte contraints de ne pas avoir de crédit parce qu'ils avaient été un jour malades. Je crois que l'éthique et puis savoir aussi si la donnée de santé va avoir une influence sur les politiques de santé. Tu es fumeur, tu es en surpoids, tu es un mauvais élève, je vais te punir. Ça ne doit pas servir à ça. L'éthique, la donnée de santé doit contribuer à une meilleure compréhension de soi-même et de la maladie dans laquelle on est, avec l'aide des médecins. Et l'application n'est qu'un vecteur de communication entre deux acteurs humains. Ça va être peut-être difficile de défendre le modèle français que l'on connaît, alors que tout se mondialise aujourd'hui, non ? Ce sera très certainement difficile, mais je pense que les associations et les médecins savent très bien. Pour nous, c'est une lutte fondamentale. La première, c'est de savoir que la donnée doit rester en France ou au plus sur le territoire européen. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on a tendance à donner très facilement des informations. Vous faites une photo d'un mélanome et puis vous la mettez sur Facebook, c'est parti. Oui, derrière, vous ne savez pas, mais il y en a un qui va être intéressé par la photo d'un point de vue scientifique. Oui, on l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica. Le problème, ce n'est pas forcément uniquement Facebook, mais ça peut être toutes les personnes qui vont récupérer les données. Bien sûr. Et je pense que c'est important que ce soit concentré sur la France et sur l'Europe. Je pense que c'est important que nos concitoyens sachent que quand ils vont dans un établissement de santé, leurs données médicales rentrent dans cet entrepôt de données.
Et que comme pour la greffe, aujourd'hui, c'est l'opposition qui va interdire. Que souvent, on est sur du pseudo-anonymisé, mais qu'en même temps, c'est hyper important pour nos équipes de recherche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ça d'un point de vue juste « Mon Dieu, ils m'ont pris ma donnée, qu'est-ce qu'ils vont en faire ?» Mais ça a vraiment une valeur ajoutée pour permettre à la recherche française et européenne de se maintenir. Merci Marie. Lucie, vous vouliez intervenir? Pour revenir sur cet aspect éthique et notre différence avec les États-Unis, par exemple, je pense qu'effectivement, on a quelque chose qu'on veut revendiquer, qui est très important. Il faut pas non plus, il faut aussi collectivement qu'on arrive à se dire, il faut que cette conversation-là, elle soit vectrice d'innovation et qu'on soit capable aussi d'être aussi innovant que ce que font des acteurs américains, qui effectivement le font d'une manière un peu différente. En France, on a énormément d'entreprises qui font de l'innovation. Il faut que le cadre légal soit là, mais qu'il soit aussi facilitateur pour qu'on soit assez fort dans ce monde-là. Ne pas tentateur d'innover, donc. Docteur? Oui, il faut innover, bien entendu, mais il faut penser au modèle économique. Hein. Les acteurs, les industriels, Weezing, nous, etc., nous avons un problème qui est un problème de modèle économique. Là c'était dit au début, la France est un modèle de santé gratuit, ce qui est très bien, c'est parfait, et il faut que ça continue, mais il faudra bien, à un moment ou à un autre, qu'il y ait pour les industriels un retour sur investissement. Les investissements sont colossaux. Alors, quand on achète un objet, ça va parce qu'on l'achète, mais il faut le payer. Mais quand vous achetez un service, personne ne va s'amuser à payer pour accéder à medvir.fr. Personne, parce que Internet est gratuit. Il faut donc trouver un modèle économique, et je pense qu'il serait urgent que les pouvoirs publics commencent à se rendre compte qu'il y a que la télémédecine, ce n'est pas qu'un vain mot, qu'il y a derrière des objets, des logiciels, des gens, des personnes, des patients, des médecins, etc. Et que tout ça, il va falloir fabriquer un modèle économique qui marche. Il va falloir également revoir le code de déontologie. Le code de déontologie, il y a 66% des articles du code qui sont pas obsolètes, mais qui sont directement impactés par la e-santé. Le Conseil de l'ordre y réfléchit. Donc vous voyez, tout avance, mais il faut penser à ça. Comment vous gagnez de l'argent, vous, justement? Je vais passer dans vos rangs pour la quête. Pour la quête. Nous travaillons avec les assureurs, hein, puisque c'est eux qui financent. On commence à travailler avec l'étranger, parce que l'étranger, ils payent. Hein, ils n'ont pas un système de santé gratuit. En fait, ce qu'il faudrait, nous, ce vers quoi nous voudrions aller, c'est que comme nous sommes des briques en amont de la téléconsultation, en amont du médecin, en amont etc., des services d'urgence, etc., qu'il y ait une prise en charge de 3 centimes par utilisation de Medvir, que ce soit remboursé, ce qui permette à ce moment-là de faire un système vertueux. Pourquoi? Parce qu'avec des données de santé, avec des données comme celles qui sont recueillies, contextualisées grâce à un interrogatoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'épidémiologie en temps réel. Nous avons 800 diagnostics à l'intérieur, on pourrait suivre 800 pathologies en France entière en temps réel. Mais pour ça, il faut du trafic. Et pour qu'il y ait du trafic, il faut l'utilisation. Et pour ça, il faut qu'il y ait un remboursement. Donc, on n'y arrivera pas sans ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Justement, nous, on compare beaucoup, on distribue nos produits dans le monde entier, donc on compare beaucoup le modèle américain au modèle français. Et c'est vrai qu'en France, on se rend compte qu'on ne rembourse pas la prévention. On est très en retard par rapport aux États-Unis là-dessus, qui effectivement a une logique très économique sur la santé. Énormément de programmes de prévention, par exemple pour des personnes qui sont prédiabétiques. Il y a des programmes qui les aident à perdre ne serait-ce qu'un petit pourcentage de leur poids pour les aider à ne pas devenir diabétiques. Ceci est remboursé. En France, on n'a que le programme Étape, par exemple, qui est un premier test, mais ça va pas encore assez loin. Et c'est parce qu'on a une vision trop court terme, alors que justement, si on se pose vraiment la question des coûts, arriver à identifier, si je prends l'exemple de l'apnée du sommeil, il me semble qu'une étude a montré que si une personne qui non diagnostiquée d'apnée du sommeil coûtera 3 fois plus cher aux assurances qu'une personne qui est diagnostiquée en avance. Merci beaucoup. Je voulais juste avant, et on va poursuivre ce débat qui est génial, avoir votre avis sur une plateforme qui a été mise en place au cours des derniers mois, qui à la fois promet beaucoup, hein, on avait parlé avec sa directrice générale Stéphanie Combe, le Health Data Hub, et qui en même temps suscite pas mal d'interrogations, pas mal de craintes, parce qu'une grande partie des données de cette plateforme qui doit justement aider à prévenir pas mal de pathologies, eh bien, sont hébergées par Microsoft. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est la question de la souveraineté dont on a parlé. Moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez, l'important, surtout, c'est peut-être pas tellement que la donnée disparaisse ou ne soit plus française, c'est surtout de les corréler, de les mettre ensemble. L'interopérabilité, c'est un enjeu majeur. Nous ne pourrons pas faire d'interopérabilité s'il n'y a pas ce qu'on appelle des ontologies, c'est-à-dire des façons de classifier les choses et de les organiser. Et les données des objets connectés, pour l'instant, ne font pas partie d'éléments, alors que la biologie le fait, les traitements le font, etc. Il y a donc tout un travail à faire pour introduire justement toutes ces surveillances par des objets connectés qui seront, je vous le signale, je pense à horizon 10 ans, mais Wissing doit y travailler, je pense. L'examen, c'est peut-être un peu iconoclaste ce que je vais dire, mais à horizon 10 ans, avec la puissance des capteurs, l'examen clinique pourra être remplacé par les capteurs, sachant qu'il faudra conserver la dimension humaine de l'examen clinique qui est extrêmement importante. Oui, pour donner un tout petit peu la parole à la défense également, Stéphanie Combe explique que le Health Data Hub n'est pas pieds et mains liés avec Microsoft, et Microsoft explique également que les données récoltées respectent le RGPD. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie? J'ai été co-signataire avec un certain nombre de professionnels de santé des référés que l'on a fait auprès du Conseil d'État pour justement empêcher cette possibilité d'avoir une fuite de nos données vers Microsoft et vers d'autres lieux, pour lequel, à l'issue de la première vague et de la levée de confinement, on a pu être auditionné, rencontré et finalement recevoir quand même, avec le soutien de l'Europe, un appui sur le fait qu'effectivement, il fallait qu'on y regarde de plus près et que pour le moment, on mettait un petit peu sous le boisseau. Je pense qu'il y a vraiment... je pense qu'on ne pourra pas à long terme échapper, mais il y a quand même un vrai engagement politique autour de cela. Le gouvernement français et les gouvernements européens doivent construire une souveraineté de la donnée de santé française et européenne. Oui, parce qu'on voit beaucoup d'industriels du cloud, notamment comme OVH ou Scaleway, disent nous aussi on pourrait participer, Euris également. Mais on voit bien le débat que posait Lucie tout à l'heure, c'est-à-dire que comment innover en gardant l'éthique? C'est quoi vos... Alors, on peut innover. Moi, je suis persuadée, dans les réflexions qu'on a pu avoir sur d'autres sujets, il y a une vraie réflexion autour de ne serait-ce que même dire qu'est-ce que ça va apporter de plus, est déjà une question éthique. Est-ce que je suis bienfaisant ? Est une question éthique. Donc il y a déjà, de la part des industriels, en tout cas de ceux qui sont dans cette recherche-là. Et puis il y a quand même une éthique autour de la santé qui a toujours existé et pour lequel là, parce que nous sommes sur des entrepôts de données, il faut qu'il y ait une vraie réflexion collective entre les concepteurs, ceux, je mets les médecins et les patients, qui sont les utilisateurs et qui en ont besoin. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion éthique. Et je pense que n'importe qui pourra travailler en toute sérénité à partir du moment où les règles seront bien établies. À ce jour, il n'y a pas de règles. C'est ça, il n'y a pas de règles. Enfin, il y a la règle que nous y mettons derrière, mais il n'y a pas de règle. Et puis il y a quelques déclarations. Enfin, on se souvient de la phrase qui portait les valeurs de Google à sa création, Don't be evil, ne sois pas le diable, mais c'était uniquement des déclarations. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que vous en pensez, Lucie? On est des vieux dinosaures, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pour nous, ce qui est important, c'est collectivement d'avoir une vision commune, d'être sûr que les pouvoirs publics ont cette même vision et qu'on ne soit pas dans un décalage complet entre les industriels d'un côté qui, du coup, vont peut-être partir aux États-Unis vendre leurs produits parce que le marché est plus grand, parce qu'il y a une plus grosse acceptation de l'innovation. Nous, ce qu'on aimerait, on revient à cette discussion de est-ce que les pouvoirs publics s'emparent de cette technologie et de cette innovation, c'est pouvoir la mettre en place avec un cadre commun pour lequel on est tous d'accord en France, quoi. C'est un des credos d'Eric Carrel qui a créé Withings. Ouais. Oui, absolument, pour prolonger ce que vous dites et sur cette question de la souveraineté. En fait, la donnée, je reprends mon exemple de tout à l'heure du pouls de l'attention, voilà. Si ça, c'est une donnée, d'accord, très bien. Bon,
honnêtement, que ce soit à droite, à gauche, ça ne changera pas la face du monde. Par contre, ce qui est important, c'est que la contextualisation, c'est-à-dire de savoir que c'est une personne qui a tel âge, qui est à tel endroit géolocalisé, qui a tels antécédents, qui a eu tel symptôme, qui a eu tel élément et qui a un dossier, un DMP, si on avait un DMP qui un peu, bon, d'accord, on pourrait à ce moment-là avoir des données souveraines qui seraient des données, des smart data, des big data qualifiés, et pour lesquels ça nous appartiendrait, parce que la géolocalisation, c'est chez nous, et c'est pas ailleurs. Donc il faut partir de l'intelligence artificielle et des capacités qu'elle donne pour donner à la donnée un contexte français et européen. Ça peut être une piste, quoi. Mais je voyais, docteur, que vous parliez de la DMP, dire un peu comme l'intelligence artificielle qui n'existe pas. Comment ça se fait qu'on a du mal avec... Oh, bon, je veux pas tirer sur l'ambulance. Bon, on n'a pas encore, là encore, on est parti à l'envers, on a vu une vision étatique, etc. On n'a pas demandé l'avis aux patients, on n'a pas demandé l'avis aux médecins. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'un patient y fasse à rentrer des données dans un DMP qui ne lui sert à rien? Et pour le médecin, pareil. Donc, en fait, le DMP est un excellent outil qu'il faut promouvoir, mais il faut le faire renseigner par le patient. Et pour le faire renseigner par le patient, il y a des moyens très simples qu'on appelle la NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing, qui permet à un patient de raconter son histoire et de le donner. Et le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de mettre ça dans les bonnes cases. Le temps patient coûte 0. Et comme ça, on aura un dossier qui marchera. Et le rôle du médecin, ce sera de valider en disant « Ah non, ce n'est pas un diabète insulinodépendant que vous avez, c'est un non-insulinodépendant. » Et donc, le médecin sera intéressé à modifier des données et à leur donner une qualification parce que ça va lui servir pour lui, dans un dossier qui va lui servir. Mais si on ne fait pas, en prenant le problème à l'envers tel qu'il a été fait, qui a coûté 637 millions d'euros, eh ben, on n'y arrivera pas plus. Il faut changer de vision. Think different. Qu'en pensent les patients, Marie Strini? On voit très bien que les patients ont été très acteurs et très promoteurs du dossier pharmaceutique, parce que ça crée une sécurité. Où que vous soyez aujourd'hui en France, avec le dossier pharmaceutique, on sait les traitements. Je vous prends un exemple. Je suis hypertendue depuis un certain nombre d'années. Je pars dans un temps ancien où les sports d'hiver était de la fête, donc je pars à la montagne et j'oublie mes médicaments. Avec simplement ma présentation de carte vitale, le pharmacien de ma station de ski m'a dit écoutez, je vais vous dépanner, je vais tout de même appeler votre médecin, mais je vais vous dépanner parce qu'il a vu que dans mon dossier médical, de façon récurrente, ce médicament revenait. C'est d'une sécurité absolue pour le patient. Et ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion autour, comme disait le monsieur tout à l'heure. Enfin, ce DMP, il a mis 13 ans à accoucher d'une petite souris. Voilà. Comment on va faire aujourd'hui pour récupérer un outil qui mérite de fonctionner, qu'à la condition qu'il soit approprié par les usagers et par les professionnels de santé. Mais l'outil de vos rêves, qui serait le meilleur pour les patients, à votre avis, ce serait... L'outil de mon rêve. J'aimerais avoir un outil qui contribue à aider le professionnel de santé à comprendre que je ne suis pas obligatoirement un ennemi et que mon savoir, excusez-moi, c'est la représentante des usagers qui reprend le flambeau. Mais oui, vous avez absolument raison. Le patient n'est pas un ennemi et de plus en plus de médecins le croient. Voilà, et heureusement, sinon je ne militerais pas autant. Mais permettre justement aux professionnels de partager un savoir, mon savoir de vécu avec le savoir d'une pratique parfois longue de la maladie, en tout cas de l'explication qu'on en donne. Et au travers de cette explication, à partir du moment où on partage les mêmes informations, il n'est pas compliqué pour un professionnel de santé ou pour un usager, un patient, de dire à son médecin ou inversement, il y a une appli, il y a une montre, il y a tel outil, j'aurais bien envie de l'essayer, est-ce que vous pensez et je pense que ce partage-là est important. On a un sujet, par exemple, ce sont les urgences hospitalières qui sont encombrées, comme vous le disiez, parfois par des patients. Je ne dirais pas que ce sont des patients qui utilisent les urgences pour rien, mais qui n'ont pas trouvé en antériorité au passage aux urgences une explication
a un vécu, a des symptômes et qui donc vont aller aux urgences. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec un certain nombre d'applications, avec un certain nombre de lieux de réflexion, d'éviter ces passages aux urgences et de permettre aussi parfois à des malades chroniques, parce qu'ils sont suivis au travers d'une application, par exemple sur l'apnée du sommeil, sur le taux ça y est, vous voyez, les insuffisants respiratoires, le taux de saturation d'oxygène dans le sang, eh bien, au lieu de passer aux urgences, grâce à ces applications, on pourrait aller directement dans le service, parce que le médecin, voyant la donnée, pourrait dire j'ai besoin de vous voir. Donc, c'est l'interactivité et l'outil, qu'il soit sous forme d'application ou autre, est hyper important pour permettre cette interactivité entre deux humains. Si je peux me permettre, je pense que justement, dans le cas des maladies chroniques, c'est très intéressant parce que beaucoup de patients se sont déjà réappropriés leur maladie, parce qu'il y a un décalage entre la temporalité du soin habituel et cette maladie chronique qui nécessite presque un suivi quotidien. Et donc, ces patients-là se sont réappropriés leur maladie. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont des patients de maladies chroniques, qui vont, eux, apprendre à leur médecin qu'ils ont pu suivre un certain nombre de paramètres. Et donc, on en arrive presque à ce stade de devoir nous faire l'éducation de l'autre côté du médecin, de oui, regardez, ça peut vous servir. Et on a vu une vraie transition sur les dernières années, en passant d'abord de ah non, c'est quoi ces objets, ces gadgets, non, je veux pas que vous me montriez vos cycles de sommeil, à attendez, peut-être que ça peut me servir, effectivement, c'est intéressant. Donc il y a un vrai changement à ce niveau-là. Ouais. On va bientôt arrêter la table ronde, mais je vous laisse rapidement la parole. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui naissent sur Internet et n'hésitez pas à les envoyer, on vous y répondra mercredi. Docteur. Oui, c'est le fait que effectivement la donnée il n'y a pas que les maladies chroniques d'une part. Il y a également l'urgence. Et d'autre part, les maladies chroniques, ce sont des polypathologies. Les gens, ils sont asthmatiques, ils sont diabétiques, hypertendus, etc. Or, toutes les applications, parce qu'elles ont été faites essentiellement par des labos, sont des stratifications verticales. Il faut penser la prévention, j'allais dire prévention primaire et secondo-tertiaire, de façon transversale. Donc, il faut des applications qui soient globales. Et pour ça, enfin, nous, c'est ce qu'on fait, donc je le dis, mais je pense que là, on pourra à ce moment-là avoir des données qui seront polypathologiques, qui seront contextualisées et qui permettront de rendre le service. Parce que finalement, le but, c'est de rendre un service et de répondre à un besoin. Voilà, c'est le but du jeu. Allez, le mot de la fin, Marie Citrini, vous êtes convaincue ? Ah, mais bien sûr. Bon. Et prête à y aller. Prête à y aller. Et puis on attendra avec, merci beaucoup à vous trois, les produits que vous inventez. Hein, on a parlé de la balance. Moi je me rappelle un tensiomètre connecté. Là, on a la montre. Ce sera quoi le prochain ? Je ne peux pas vous dire, mais ça sera super. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Et on vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Nous allons vous y répondre. Alors, nous voici maintenant arrivés à la séance des 3 sphères, où des experts du numérique en santé viennent compléter les questions qu'on s'est posées. On a tenté d'y répondre, il y a eu des bonnes surprises pendant les tables rondes, en illustrant la réconciliation de ces sphères, donc familiale, médicale et médico-sociale. Tout cela avec l'aide du numérique. Alors pour cela, je suis en compagnie de Jean-Marie Dunant, directeur des activités e-santé de Docapost, et de David des Amorim, directeur innovation e-santé également chez Docapost. David, je vous laisse la parole. Merci. Là, on aborde cette séquence de la réconciliation des 3 sphères. Je crois qu'on a eu une belle table ronde. On a vu cette réconciliation entre le patient, le médecin, les acteurs médico-sociaux s'opérer. En tout cas, on a vu qu'il y a eu un échange sur le sujet. Du coup, on va poursuivre cette réflexion sur cette réconciliation grâce au numérique. Alors, Jean-Marie, selon toi, quelle est l'attente des citoyens, patients, que l'on peut observer dans l'usage du digital durant cette crise en fait, qu'on est en train de subir ? Alors, ce que l'on a eu durant cette crise sanitaire, c'est effectivement le numérique qui s'est imposé comme un nouveau canal d'accès aux services de santé.
Je vais prendre juste un exemple qui est assez révélateur. C'est autant en début d'année, en janvier-février, on plafonnait à 30 000, 40 000 téléconsultations tous les mois. Et au mois d'avril, on est passé à plus de 4 millions de téléconsultations mensuelles. Donc un impact très fort du numérique auprès des citoyens, mais aussi des professionnels de santé. Ce que cette crise a malheureusement aussi révélé, c'est une difficulté d'accès aux services de santé. Et là, c'est important de rappeler ce point-là, qui illustre parfaitement les attentes de plus en plus fortes, notamment des patients, des citoyens, sur le fait de pouvoir, d'une certaine manière, réconcilier les trois sphères, c'est-à-dire la sphère médicale, sanitaire, la sphère médico-sociale, et puis la sphère familiale ou privée, grâce au numérique, et réconcilier ces trois sphères autour du patient. C'est ce que l'on a mis en place effectivement avec certains acteurs comme Elsan, qui est le premier groupe de cliniques privées en France, où on a développé un certain nombre de briques et de services de confiance qui vont permettre effectivement de réconcilier ces trois sphères. C'est des services comme l'identité numérique, des coffres-forts numériques en hébergeurs de données de santé ou des services de e-consentement. Par contre, effectivement, il y a d'usage si on a confiance. On va utiliser un service de téléconsultation médicale si on est rassuré sur le fait que ces données vont être protégées, que l'échange que je vais avoir avec le professionnel de santé, le médecin à distance, va être sécurisé parce qu'on est vraiment sur de l'intime, sur des données personnelles, nominatives, de santé, mais des données qui nous concernent directement, qui sont très intimes. Aujourd'hui, ce que l'on voit, lorsqu'on déploie aujourd'hui 4 nouvelles cliniques, le service ADEL, assistant digital, Elsan, on le déploie aujourd'hui dans 4 nouvelles cliniques tous les mois, et on voit effectivement un usage de plus en plus important de cet assistant digital auprès des patients. Alors, mais très concrètement, Jean-Marie, on voit ce foisonnement, mais comment est-ce que je fais pour me repérer parmi tous ces services ? Oui, alors c'est un vrai sujet. Il y a un foisonnement effectivement d'applications. Quand on va sur les stores Apple ou Android, on a une foultitude d'applications, des applications très médicales, des applications plus bien-être, plus gadgets aussi. Et là-dessus, on est clairement en phase avec la vision de l'État. Et notamment avec le projet Espace numérique de santé qui sera mis à disposition de l'ensemble des citoyens à partir du 1er janvier 2022. Je dirais le rôle de l'État, c'est de poser, d'une certaine manière, les grosses infrastructures, les autoroutes, qui vont permettre effectivement d'échanger entre les différents systèmes, les systèmes hospitaliers, les systèmes utilisés par les pharmaciens, la médecine de ville, le médical, mais aussi le médico-social ou des services plus de prévention. Demain, avec cet espace numérique de santé, chaque citoyen va avoir effectivement un coffre-fort avec ses données de santé, son historique médical. La table ronde de ce matin était très intéressante parce qu'on parlait du DMP, mais aussi de l'intérêt d'avoir des données issues d'objets connectés de santé, des balances, des tensiomètres, etc. Donc vous allez retrouver tout ça dans votre espace numérique de santé, mais vous allez avoir aussi tout un ensemble d'autres choses, un agenda médical qui vous sera propre. Vous aurez la possibilité d'interagir avec votre professionnel de santé ou vos professionnels de santé dans le cadre d'un parcours de soins, de manière sécurisée, et puis un bouquet de services, d'applications, de sites Internet qui vont être personnalisés par rapport à votre profil médical. Donc, du coup, ça me servira un peu de boussole pour pouvoir me repérer grâce à ce référentiel. S'il y a 2 grands enjeux à retenir, ce seraient lesquels ? Alors, pour moi, il y a deux enjeux qui sont très importants. Le premier, effectivement, c'est de démocratiser le numérique en santé. Donc démocratiser au sens, je dois pouvoir accéder à des services en ligne, des services de téléconsultation médicale, des services de télésuivi, mais également des services d'information santé, des services d'orientation dans le système de santé, qui peut être parfois complexe pour le patient. Mais le deuxième sujet, c'est aussi de créer la confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, si je n'ai pas confiance dans les services, je ne vais pas me connecter, je ne vais pas les utiliser, il ne se passera rien. Et le troisième sujet aussi, c'est de ne pas oublier les oubliés du numérique. C'est qu'on est tous aujourd'hui avec votre smartphone, votre tablette, etc. Mais il y a aussi des populations qui sont moins à l'aise avec le numérique. On parle aussi beaucoup de désert numérique. Donc où que je sois, que ce soit dans des déserts médicaux, dans des déserts numériques, mais aussi chez moi, avec le confinement, je dois pouvoir accéder à ces services-là. Merci Jean-Marie. Donc pas oublier les oubliés du numérique. Oui, une révolution donc, qui doit profiter à tout le monde. Merci beaucoup à Jean-Marie Dunant, David Amorim. C'était passionnant. Nous vous donnons rendez-vous donc demain de 11h à midi pour une deuxième session du symposium Les Trois Sphères. Elle aura pour thème la e-santé pour le meilleur en évitant le pire. Et vendredi, nous parlerons des financements des très nombreuses recherches menées en e-santé ainsi que des modifications actuelles dans la façon de soigner avec la mise en place de véritables parcours de soins notamment. Et en attendant, parce qu'on est en direct, je voulais quand même en profiter
pour saluer tout le travail de l'équipe du Point, de Gwendoline Dos Santos, de Caroline Tourbe, notamment avec Emmanuel Beretta, mais également Marc Bignot, Géraldine Posner. En fait, ils s'intéressent vraiment à l'espoir que suscitent les vaccins, toutes les précautions, toutes les questions qu'on doit encore se poser. C'est vraiment fascinant et ça nous transporte vers les recherches aux États-Unis, en Inde également. Merci. Merci. J'ai le mien aussi. À demain.